bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Face à Face, le débat dominical sur Camnews 24. En rendant la politique à Mohamedou Bouhari, son homologue nigérien venu en juillet dernier, à Yaoundé, le président camerounais Paul Biya confirme-t-il l'importance de l'axe Abuja-Yaoundé sur les plans sécuritaires et économiques? Nous en parlerons dans la première partie de cette émission. Sur le plan national, nous allons faire le point sur la lutte contre la corruption à la faveur de la double condamnation à vie de Yves-Michel Fotso, l'ancien patron de la CAMER, ex-compagnie nationale de transport aérien. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marcus Mandeki, qui est militant de l'Alliance des forces progressistes. Bon après-midi, Marcos Mandeki. Salut Thierry Nyopin, je salue toutes les personnes qui nous suivent très chaleureusement. Et c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de crier mon amertume vis-à-vis de l'administration camerounaise, vis-à-vis des sous-préfets et préfets de la République du Cameroun. Parce que, voyez-vous, ce dimanche, l'Alliance des forces progressistes du littoral avait prévu dans sa politique de mise en place d'une ville propre, dans sa politique de Douala troisième propre. Nous avons fait une déclaration à la sous-préfecture, mais la sous-préfecture a vu bon croire de pouvoir interdire cette manifestation parce que nous étions dans l'objectif de pouvoir nettoyer Ndokoti et ses alentours. Malheureusement, le sous-préfet nous a servi une interdiction pour nous dire que nous ne devons pas le faire. Je crois que c'est une violation de plus, c'est une reculade de trop. C'est bien dommage, à l'heure où nous parlons justement de l'intégration et de l'ouverture démocratique au Cameroun. Et pendant justement l'ouverture, on sait également que l'administration a pris d'autres mesures coercitives visant par exemple à empêcher les formations politiques qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale de défiler le 20 mai prochain. Comment peut-on comprendre une décision comme celle-là? Donc l'AFP ne pourra pas battre de pavé devant le chef de l'État le 20 mai prochain? Au-delà de l'AFP, il faut dire que c'est une autre exclusion de plus, pas seulement pour l'AFP, mais pour toutes les autres formations politiques qui avaient pour ambition de manifester leur fierté de célébration du 20 mai. Je crois que l'un des problèmes majeurs de notre administration, de dirigeants de ce pays, c'est de ne pas procéder par concertation. Parce que si les dirigeants avaient pu contacter les autres formations politiques pour voir quels étaient les véritables enjeux, nous n'en serons pas là. Je crois que c'est une reculade très, très énorme que d'interdire aux autres formations politiques de ne pas participer à cette célébration. Pourtant, on parle de l'unité nationale, et qui dit unité nationale en français devrait parler de cohésion, de force vive de la nation. Malheureusement, tel ne sera pas le cas. Et pour le 20 mai prochain, la décision a été prise tout récemment. On espère simplement que d'ici à là, peut-être, à force de combattre et de revendiquer, les choses pourraient revenir à l'ordre, que les autorités administratives reviendront certainement à de meilleurs sentiments. Avec votre permission, je vous annonce que nous devrons avoir également sur ce plateau André Luther Meka, qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui nous a fait savoir qu'il est encore dans des embouteillages. On espère l'avoir d'ici à là. Madame, Monsieur, voilà pour le décor. Retrouvons-nous dans un instant pour la suite. Le Cameroun et le Nigeria ont décidé de renforcer leur coopération pour combattre les insurgés islamiques de Boko Haram, mais également œuvrer pour la mise en place de projets de co-développement impliquant les deux pays. C'était lors de la visite de travail du président camerounais au Nigeria les 3 et 4 mai dernier. 2 visites d'État en moins de mois. Marcus Mandeki, peut-on croire que les relations entre le Cameroun et le Nigeria sont au beau fixe? Tel que nous avons observé la réception du président de la République au Nigeria, il faut dire quand même qu'il y a plein de nuages encore sous le ciel dans les relations qui existent entre
le Cameroun et la République fédérale du Nigeria. Souvenez-vous déjà, il y a quelques semaines, lors de la visite du président du Nigeria, il avait été reçu par le président de la République à l'aéroport. Oui, sur le tarmac de l'aéroport. Et malheureusement pour le Cameroun, le président de la République a été reçu plutôt par le ministre des Affaires étrangères à l'aéroport au Nigeria. Au-delà de ça, il faudrait quand même dire que le Cameroun et le Nigeria partagent un peu plus de 1500 kilomètres de frontières et que la population, les ressortissants nigérians au Cameroun se chiffre à un peu plus d'1 million et que les Camerounais installés au Nigeria, on les compte aussi à peu près à 700 000 et que sur le plan économique, le Nigeria est le plus gros partenaire quand même du Cameroun. Donc, en principe... En réalité, on parlera peut-être des autres aspects tout à l'heure. Effectivement. On parlera de l'aspect sécuritaire et de l'aspect économique dans un instant. Mais vous serez attendu quand même à ce que le président Biya soit reçu à Abuja par le président Buhari. Tel n'a pas été le cas. Mais cela ne devra en rien enlever en la qualité des échanges et du travail qui a été abattu durant ces 2 jours quand même. Non. En diplomatie, cela a un impact. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi les règles de bienséance et de politesse. C'est-à-dire que si le président de la République a donné au président nigérian toute son importance et toute sa qualité en se déplaçant personnellement pour pouvoir le recevoir, je crois que si le président nigérian avait tout aussi du respect, peut-être pas pour le Cameroun, mais pour le président de la République, je crois qu'il aurait fait le déplacement. Et je sais que cela ne s'est pas passé de manière inopportune, parce que vous savez très bien que le Nigeria est quand même une démocratie. Au Nigeria, on a vu se succéder plusieurs chefs d'État dans ce pays. Et lorsque vous regardez les photos prises par ces 2 chefs d'État, il y a une qui est assez illustrative, où le président Buhari présente au président Paul Biya les photos de ses différents prédécesseurs qui se comptent à peu près à une dizaine, pour dire au président de la République du Cameroun que son pays est un pays de démocratie, son pays est un pays où l'alternance est effectivement réelle. Je crois qu'il y a eu des messages très forts évocateurs de la part du Nigeria à l'endroit du président de la République et même des Camerounais. Mais est-ce que sur le plan démocratique, le Nigeria a des leçons à donner au Cameroun? Oui, bien évidemment. Vous savez très bien que les élections se sont toujours bien déroulées au Nigeria, je veux dire sans contestation. Buhari a été élu au suffrage universel direct et son adversaire a reconnu pratiquement sa défaite, son adversaire qui était du parti au pouvoir. Donc, preuve qu'il y a quand même une certaine alternance, même si on peut regretter un certain nombre de choses, mais sur le plan de la démocratie, sur le plan des libertés, je crois que le Nigeria a beaucoup de longueur d'avance quand même sur le Cameroun. Et nous devons nous en inspirer, nous devons copier l'exemple du Nigeria en matière de droits de l'homme, en matière de liberté et en matière de démocratie. Donc vous voulez dire qu'on a tout à apprendre du Nigeria? Peut-être pas tout à apprendre. Vous savez que nous sommes dans un monde du donner et du recevoir. Les Nigérians aussi ont beaucoup de choses à apprendre venant du Cameroun, sur le plan de l'agriculture, sur le plan d'autres valeurs. Maintenant, nous aussi, nous pouvons aller chercher une certaine expertise au Nigeria. Cela ne ferait pas de mal, tout au contraire. Cela nous ferait beaucoup plus de bien. Oui, 2 visites quand même en l'espace de quelques mois seulement. On peut croire quand même que il y a une sorte de dégel des relations entre le Nigeria et le Cameroun. On se rappelle quand même qu'à l'époque d'Olusegun Obasanjo, ce n'était pas le parfait amour, le Nigeria et le Cameroun. On se rappelle également que ça n'a pas toujours été le cas avec Goodluck Jonathan, mais avec Muhammadu Buhari, les choses semblent changer tout de même. Ça veut dire peut-être que c'est une nouvelle dynamique qui s'est inscrite au Nigeria avec l'arrivée de ce nouveau chef d'État. Mais vous savez très bien que le conflit de Bakassi n'a pas aidé à l'apaisement des relations entre le Cameroun et le Nigeria. Heureusement, le droit a eu raison des différentes parties.
Et je crois que le conflit contre la guerre contre la secte Boko Haram qui sévit au Nigeria et au Cameroun a donné l'obligation, hein, au régime de Yaoundé et du Nigeria de pouvoir se regarder les yeux dans les yeux, de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir éradiquer ce fléau-là qui a des conséquences assez néfastes sur le plan économique, sur le plan de l'éducation et sur le plan de la santé, au-delà même de l'aspect sécuritaire. Donc je crois que Boko Haram a été un peu un facilitateur pour la rencontre de ces deux chefs d'État. Mais je suis au regret quand même parce que le président de la République aurait pu faire beaucoup plus mieux. Vous savez, le Nigeria, c'est la première puissance économique d'Afrique. Donc, comme pour dire que le président de la République, rien que sur l'aspect économique, devrait de temps en temps discuter avec les opérateurs économiques nigériens. On peut dire qu'on pouvait aussi dire sur le plan interne, se demander les raisons pour lesquelles le président de la République vient très rarement ou presque jamais dans la ville de Douala, qui est quand même considérée comme le poumon de l'économie de la zone. La zone de l'Afrique centrale. Non, c'est un débat qui peut avoir un certain nombre de parallèles parce que aujourd'hui les gouvernants s'appuient sur les économies parce que ce sont les économies-là qui permettent de pouvoir asseoir leur politique, de pouvoir réaliser les objectifs en matière de création d'emplois, en création de richesses. Donc, c'est une très bonne chose que le président Paul Biya se rapproche du Nigeria parce que nous avons beaucoup à gagner de ce pays-là. C'est vrai, peut-être qu'on va un peu évoluer avec un autre aspect. Parlant du développement, le président Biya a parlé de co-développement entre les deux pays, surtout dans les zones où, notamment les zones du Nord, les régions du Nord, où parfois la population est délaissée. Et à ce niveau, le chef de l'État a souhaité avec son homologue nigérian que les deux pays travaillent peut-être au développement de ces différentes zones-là. Cela pourrait peut-être participer à lutter contre la pauvreté et permettre à ces différentes régions ne plus facilement être manipulables par ce qui s'est passé tout récemment, par des groupes armés notamment. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau d'aveu d'échec? Ben, il faut dire que on a l'impression que le président de la République du Cameroun demande au président nigérian de l'aider un peu en matière de réalisation de projets, en matière de réduction de la pauvreté. Vous voyez, les réalités au sud-est, ou alors au nord-est, ou alors à l'extrême est du Nigeria, ne sont pratiquement pas les mêmes que celles qu'on retrouve au nord-ouest de la zone septentrionale. Parce que quand vous faites un tour de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord, vous verrez qu'il n'y a pas de développement là-bas. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école digne de ce nom, il n'y a pas de centre hospitalier, il n'y a pas de route. Et ça, c'est l'obligation de l'État vis-à-vis des populations. Le Nigeria est un pays autonome et c'est un pays même fédéral, c'est-à-dire où les gouverneurs sont élus, c'est-à-dire ont une vision qui peut quelquefois être différente du pouvoir central. Donc je crois qu'au-delà de discuter peut-être avec le chef de l'État, le président de la République devrait demander aux gouverneurs de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa de rencontrer les gouverneurs nigérians qui sont limitrophes avec leur territoire pour parler de coopération sur le plan de développement tel qu'il a signifié, de coopération sur le plan de sécurisation des biens et des personnes, parce que quand vous faites un tour, par exemple, dans les départements du Mayo-Sava, qui a pour chef-lieu Mora, ou bien dans le département du Mayo-Sanaga à Mokolo, vous verrez que 90% des denrées viennent du Nigeria.
que ce soit des jus, que ce soit des produits alimentaires et autres, viennent du Nigeria. Donc, il y a une collaboration peut-être qui semble un peu informelle, qui existe entre ces deux régions-là. Il faut formaliser maintenant ces échanges-là, afin que le Cameroun puisse tirer profit de ce qui part du Nigeria pour le Cameroun, et aussi que le Nigeria puisse continuer à vendre de manière beaucoup plus ordonnée les produits qui partiront de chez lui. Vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, le temps bon de rappeler aux uns et aux autres que la balance économique entre le Nigeria et le Cameroun est suffisamment importante. Hein. Le Nigeria représente quand même près de 449 milliards de francs CFA, le Cameroun 49 milliards de francs CFA seulement dans ces échanges. Donc il y a un gros gap de pratiquement 400 milliards de francs CFA qui devrait peut-être être relevé. Est-ce qu'il est possible pour le Cameroun de relever ce gap? Vous avez parlé d'échanges tout à l'heure sur le plan économique. Non, il y a des conditionnalités. C'est-à-dire que nous avons des préalables que nous devons pouvoir résoudre en interne, notamment les problèmes de corruption, les problèmes de détournement, les problèmes de liberté et de respect des droits de l'homme. Si ces aspects-là ne sont pas réglés en interne, il nous sera difficile de pouvoir élever notre taux de production. Sera difficile pour nous de réduire le taux de pauvreté qui existe encore au Cameroun. Et je pense qu'il faudrait que le climat des affaires, pour qu'il soit beaucoup plus plaisant, il faudrait bien qu'il y ait déjà des facilités en termes de création d'emplois, qu'il y ait des facilités en termes de règlement des taxes, parce qu'il faudrait bien que le contribuable sente que l'État est aux côtés de lui pour l'alléger un peu des souffrances qui sont siennes, parce que ça devient de plus en plus compliqué entre la main-d'œuvre qui est de plus en plus grande et les besoins qui sont très réduits. Donc, il faudrait que l'État, en tant que régulateur, se retrouve dans tous les acteurs, dans tous les systèmes, dans tous les actes, le système social du Cameroun. Quand vous regardez aujourd'hui dans des écoles aujourd'hui, vous verrez que l'école maternelle, dans le plus petit cas, coûte 150 000 francs. Parce que les entrepreneurs scolaires font ce qu'ils veulent. L'État n'est pas là pour réguler un certain nombre de choses. Donc il faudrait que l'État soit assez présent. Ainsi, les populations vont sentir la présence de l'État. L'État peut être les collectivités locales décentralisées. L'État peut être les délégations départementales ou régionales des différents ministères qu'on retrouve dans les départements et les régions. Bref, les populations ont besoin de sentir l'État, les populations ont besoin d'être sécurisées pour pouvoir véritablement vaquer à leurs occupations. Alors, on parle d'échange, on parle d'apport également de la partie camerounaise sur le plan économique, mais comment peut-on comprendre que pour une visite comme celle-là, le chef de l'État ne se soit pas entouré ou fait accompagner par les opérateurs économiques ou des sociétés ou les groupements qui représentent justement ces opérateurs économiques? Là, il y a le JICAM, il y a le MECAM, il y a les CAM. Toutes ces structures-là encadrent quand même beaucoup d'opérateurs économiques, mais on n'en a pas trouvé pratiquement dans la suite du président de la République. Comment peut-on apprécier ce qui s'est passé? Oui, il faut déjà dire que dans les échanges économiques qui existent entre le Cameroun et le Nigeria, le Cameroun ne vend pas beaucoup au Nigeria. Oui, on a vu le gap au niveau pourtant, de la balance économique. Le Nigeria, c'est environ 130 millions d'habitants. C'est exactement 174 millions d'habitants. Voilà. Donc, un marché énorme pour les producteurs camerounais. Le seul produit alimentaire qui se vend au Nigeria et qui vient du Cameroun, c'est le héros. C'est cette plante-là qui fait que consomment beaucoup de Camerounais et beaucoup de Nigérians. Mais notre manioc, notre macabo, extrêmement bon, ne se vend pas au Nigeria. Mais quand vous regardez les produits
de véhicules, plein d'autres choses, Ouais, des babouches, des vêtements qui inondent le marché voilà, camerounais. qui partent du Nigeria Partant du Nigeria. pour se retrouver au Cameroun. Je dis, c'est très faible. Et Oui, on l'a démontré, il y a près de c'est vrai 400 que, milliards, voilà, hein, c'est vrai je qu'il faut se pense. poser la question, pourquoi est-ce que les différents mouvements patronaux n'ont pas fait le déplacement Et il devrait être impliqué au premier chef, quand même, quand avec on le parle président. d'une visite économique, une visite de travail comme celle-là, étant donné que le Nigeria est, sur le plan économique, hein, en Afrique, l'une des plus importantes puissances. Voilà, maintenant c'est à Euh, se demander si la visite du président camerounais au Nigeria n'était qu'une visite politique ou alors une visite Tous les aspects ont été pris en compte, hein. véritablement économique. Parce que si c'était une visite économique, il aurait pu, il aurait dû, je veux dire, se déplacer, non seulement avec les membres des mouvements patronaux, d'un certain nombre de ministres chargés de l'économie, chargés de l'agriculture et chargés du développement de la pêche et des activités rurales. Donc c'est toute une politique qui devait être mise en place pour le déplacement du président de la République. Donc votre questionnement est tout à fait justifié. Et nous disons que un pays comme le Nigeria, ça se respecte parce que 170 millions d'habitants, c'est énorme. 74 millions d'habitants. 174 millions d'habitants, c'est énorme. Partager une frontière d'un peu plus de 1500 kilomètres, c'est assez important pour pouvoir prendre au sérieux ce voisin-là. Mhm. Alors, le président Paul Biya n'a-t-il pas attendu un peu trop longtemps pour décider de prendre le taureau par les cornes, le taureau de la coopération bilatérale par les cornes? On le savait très absent des assises sur le plan africain. On savait également qu'il n'était pas très partant pour ce qui est des rencontres entre des pays frères et amis. Mais peut-on croire avec ce qui s'est passé récemment au Nigeria, que c'est un barreau d'honneur ou un sursaut d'orgueil qui pourra peut-être permettre au Cameroun d'être bien vu sur le plan démocratique et sur le plan diplomatique? Non, à notre analyse de fait, nous croyons que le président de la République s'est rendu au Nigeria beaucoup plus pour des raisons politiques, pour des raisons de sécurité. Parce que vous savez très bien que Boko Haram du Cameroun, avec d'autres ambitions que celle de pouvoir exténuer les populations de l'extrême nord. Donc le président de la République qui tient à son pouvoir ne voudrait certainement pas qu'une rébellion puisse venir du Nigeria pour intégrer le Cameroun et faire face à son pouvoir. Parce que si de manière logique, le président de la République avait des ambitions économiques pour son pays en termes de partenariat, en termes de coopération avec le Nigeria, il se serait certainement entouré d'un certain nombre de personnes. Donc nos interrogations sont assez pertinentes sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas entouré des personnes qui ont quand même un pouvoir économique, je veux dire des investisseurs, des hommes d'affaires, des membres du patronat. Donc, notre vision est la suivante. Le président de la République veut sauvegarder davantage son poste et il pense que le Nigeria serait un bon allié pour ne pas permettre à ses adversaires de pouvoir négocier une quelconque entrée à partir du Nigeria. Alors on sait également qu'au sujet de l'affaire Bakassi, on va en parler un mot, hein, avant de revenir justement sur l'aspect sécuritaire pour sortir de cette première partie. On sait également justement sur l'affaire Bakassi que le président Boari a rassuré le Cameroun et les Camerounais sur l'engagement de son pays à respecter les règles de droit international et les décisions prises au sujet de Bakassi. Selon lui, il y a des questions techniques sur lesquelles les experts travaillent et le processus est en cours. Ils vont soumettre, le moment venu, des recommandations aux deux chefs d'État qu'ils sont et les décisions seront alors prises. Est-ce qu'on peut croire à ce niveau que le Nigeria est résolument avancé vers la résolution définitive de l'affaire Bakassi? Oui, je vous ai dit tantôt que le Nigeria, quand même, de plus en plus, est en train de se démocratiser, c'est-à-dire accepter aussi les décisions des juridictions internationales.
c'est une preuve de grandeur, parce qu'on ne peut pas être grand économiquement sans pouvoir s'ouvrir à d'autres forces, à d'autres forces. Donc, le Nigeria a intérêt à accepter cette résolution-là et de pouvoir aussi harmoniser ses relations avec tous ses voisins et avec les alliés de ses voisins, parce que vous savez, le Nigeria est un très grand producteur, producteur de pétrole et producteur aussi de plusieurs autres matières premières. Et il doit vendre pas seulement au Nigeria, le Nigeria vend dans tous les autres pays du monde entier. Donc, il a intérêt à ce que ses relations avec les autres États du monde puissent être assez bonnes. Mhm. On sait que donc le Cameroun et le Nigeria, là c'est sur l'aspect sécuritaire, ont réitéré leur engagement à renforcer leur coopération pour combattre les islamistes de la secte Boko Haram avec l'appui de leurs homologues des pays du bassin du lac Tchad et des partenaires européens notamment. Est-il possible, franchement, d'éradiquer la secte terroriste Boko Haram? Ben, il est possible. Il n'y a pas que avant la secte Boko Haram, il y a d'autres fléaux et maux qui ont mis à mal un certain nombre de nations, que ce soit en Afrique ou alors en Occident. Mais cela ne peut se faire que par une coopération, c'est-à-dire par des concertations entre les différents États, parce qu'il faut déjà pouvoir identifier d'où vient le mal et trouver enfin des solutions pour l'éradication de ces fléaux. Je crois que c'est possible, mais il y a un certain nombre de conditionnalités, c'est-à-dire que les chefs d'État déjà soient assez sincères et que chacun puisse à un certain moment céder une partie de son pouvoir pour faciliter la résolution de ces différents fléaux. Parce que pour ne citer que le cas du Cameroun, il faut déjà noter que c'est plusieurs écoles qui ont été fermées, c'est-à-dire que des milliers de jeunes Camerounais qui ne vont plus à l'école. C'est des centres de santé qui ont aussi été fermés, c'est-à-dire que des Camerounais ne peuvent plus ne peuvent plus profiter des soins de première nécessité. Donc il y a un certain nombre de choses qui mettent à mal le Cameroun avec cette affaire de Boko Haram qui sévit dans la partie septentrionale du Cameroun. Oui, mais peut-on résoudre de manière pérenne la crise sécuritaire au niveau de de la frontière de Nigeria et le Cameroun quand on sait que le droit de poursuite n'est pas totalement réglé? C'est quand même vrai que dans le cadre de la force multinationale mixte, les différentes composantes de cette force-là ont quand même la permission d'entrer et de ressortir dans ces différents pays. Mais est-ce que cet aspect-là suffit à faire croire aux uns aux autres quand même que la crise sécuritaire ou le combat contre Boko Haram, c'est un combat qui pourrait s'achever très prochainement? Je l'ai dit tantôt qu'il faudrait que les chefs d'État soient sincères. C'est-à-dire que si un de vos partenaires... Est-ce qu'on peut parler de sincérité justement quand Oui. les uns et les autres n'arrivent pas? Il y a un principe de base quand même, hein, le droit de poursuite par exemple. Au-delà de la force multinationale, on a vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les assauts répétés. Oui, je vous ai dit qu'il faudrait déjà identifier qui sont véritablement ceux qui se réclament de Boko Haram. Souvenez-vous, dans les années 50, lorsque l'UPC se battait pour l'indépendance du Cameroun, il y avait des profiteurs, il y avait des gens qui se faisaient passer pour des maquisards, pour piller, pour voler. On a vu la même chose se répéter en 90, lorsque des jeunes Camerounais sortaient pour revendiquer. Quelques-uns, tout malhonnêtes, essayaient plutôt de piller. La même chose s'est reproduite en 2008, pendant que des jeunes sortaient pour dire on ne veut pas de la modification de la Constitution. Il y a quelques petits malins qui allaient dans des boulangeries, dans des boutiques, casser et piller. Donc, il faudrait déjà identifier qui est réellement Boko Haram, qui sont ses membres. Parce que le droit de poursuite, c'est bien beau. Mais si vous validez le droit de poursuite et que, en fin de compte, ce sont des bandits, ce sont des espions qui vont atterrir dans votre territoire, donc il faudrait qu'un certain nombre d'informations
puisse être mise au niveau des différents dirigeants afin d'évaluer les risques, afin d'évaluer le degré de réussite qui pourra être celui des différentes concertations au sujet de la validation du droit de poursuite dans les États voisins. Mm. Les mesures qui ont été prises jusqu'ici, tout le monde, au moins pour l'instant, c'est que les autorités camerounaises ont beaucoup travaillé à ce niveau pour garantir la quiétude à l'intérieur du pays et même au niveau de nos frontières. Mais est-ce que ces mesures suffisent à elles seules pour permettre aux Camerounais de dormir quand même de dormir en toute quiétude hein, dans ces différentes... Parce que, par exemple, à l'extrême nord, ça continue à crépiter. Il y a des populations qui ne dorment pratiquement plus en paix. Boko Haram s'est même muté, a changé de stratégie, aller au-delà de la bataille symétrique maintenant pour se fondre dans la société à travers le phénomène des bombes humaines. À cette allure-là, est-ce que toutes les mesures qui ont été prises par le Cameroun suffisent? Elle est seule à garantir la quiétude des populations? Non, la peur est encore au sein des populations parce que quand vous regardez des zones comme Kolofata, qui enregistrent des morts tous les jours, je dis bien tous les jours, quand vous avez d'autres zones comme Amchidé et les zones environnantes qui enregistrent des morts, ça fait peur. Ça veut dire que vous avez un voisin, un ami qui est sûrement tombé à cause des armes qui crépitent tous les jours là. Ça fait peur. Donc, le climat de sécurité ne peut pas être un acquis dans la tête des différents habitants de cette région-là. Et je crois que, comme l'avait dit le président de l'Assemblée nationale, il avait dit Boko Haram est parmi nous. C'est-à-dire qu'il faudrait que les services de renseignement soient assez efficaces pour pouvoir dénicher si au sein de l'armée, il n'existe pas de complicité, si au sein des populations, il n'existe pas de complicité. Donc je crois qu'il y a un travail de fond, pas seulement un travail militaire, mais un travail de renseignement, un travail de communication et un travail de partenariat entre l'armée, la police, les populations et les services de renseignement. Donc ça doit être des réflexions concertées qui doivent être régulièrement menées pour pouvoir rassurer les populations, pour pouvoir rassurer les différents investisseurs. Parce que vous savez très bien que les populations qui sont là consomment tous les jours. Et c'est des risques que les investisseurs prennent pour pouvoir acheminer les marchandises dans ces endroits-là. Donc je crois que l'État devrait assez régulièrement discuter avec les différents acteurs sociaux et même politiques pour pouvoir trouver un certain nombre de solutions qui vont permettre aux populations d'être rassurées que l'État est en train de prendre un certain nombre de dispositions pour la sécurisation des biens et des personnes. Nous avons également appris au cours de la conférence de presse conjointe qui a été donnée ou à l'issue de la visite de travail qu'a effectué le chef de l'État Paul Biya du 3 au 4 mai du côté du Nigeria. En fait, c'est une opinion nigériane, que le Cameroun servirait de base arrière à la nébuleuse islamiste Boko Haram. Et d'ailleurs, le chef de l'État a été sans embâche là-dessus. Il a souligné que le Cameroun n'a jamais et ne servirait jamais de base arrière à Boko Haram parce que le Cameroun ne s'approche ni de l'idéologie ni de la doctrine de ce qui est pratiqué par ces personnes. Est-ce qu'on peut imaginer en tant soit peu que l'opinion nigériane c'était quelque peu gourée ou n'était pas très loin de la vérité? Il faut déjà savoir que ce n'est pas la première fois que les autorités ou alors les populations nigérianes ont quelques doutes sur la sincérité de nos dirigeants. Souvenez-vous avec l'affaire de la guerre de Biafra, où le président Ahidjo avait pris position. Et c'était
avait refusé effectivement que le Cameroun ne puisse servir de base arrière aux militants du Biafra. Non. Le Cameroun, quand même, est un État autonome, un État qui pense à l'avenir, un État qui a un intérêt, qui a du souci à pouvoir avoir des relations assez saines avec tous ses voisins. Donc, il serait difficile pour nos dirigeants, les dirigeants du Cameroun, de pouvoir gérer des complicités avec des dissidences qui viennent des pays voisins. À ce niveau, vous êtes d'accord avec le chef de l'État quand même que le Cameroun ne saurait servir de base arrière à la secte islamiste ou négationniste Boko Haram? Oui, pour son intérêt personnel, c'est très important parce que le revers serait extrêmement compliqué pour lui aussi. Avec votre permission, hein, on va aller une fois de plus au pas de course avec l'opération Épervier pour tenter de faire le point à la faveur de la double condamnation à vie de Yves Michel Fotso, l'ancien patron de la CAMER, l'ex-compagnie nationale de transport aérien. Marcos Mandeki, comment avez-vous accueilli cette condamnation? Oh, c'est très très difficile déjà pour lui. Je vais bien me mettre à sa place. C'est difficile déjà de pouvoir être privé de liberté pour le restant de sa vie. Je ne souhaiterais en aucun cas me trouver dans cette situation-là. Bon, maintenant, comme nous l'avons dit, l'opération Épervier n'est pas une opération de très grande sincérité, parce que vous savez très bien qu'ils sont encore là aujourd'hui, des gestionnaires du trésor public qui sont très indélicats et qui continuent toujours à narguer les Camerounais. Donc je crois que si nous, au niveau de l'AFP, on aurait pu quand même, tout en permettant bien évidemment à la justice d'être indépendante, on aurait pris un certain nombre de dispositions pour que les choses se passent relativement autrement, notamment en réduisant les détournements, en luttant effectivement contre la corruption et en permettant à la justice de pouvoir être regardant à tous les niveaux, c'est-à-dire ne pas attendre que la situation soit exécrable pour pouvoir réagir. Donc c'est une situation extrêmement difficile, mais je pense qu'il y a d'autres formules. Vous savez, dans des grandes démocraties, que ce soit aux États-Unis ou en France, lorsque vous êtes une certaine personnalité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un contribuable de haut niveau et que la justice vous a reconnu d'indélicatesse, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour vous permettre quand même toujours de faire vivre l'économie, mais bien sûr en prenant des dispositions pour que les choses ne puissent plus se répéter. Mais comment peut-on comprendre, hein, ou comment peut-on faire comprendre au peuple camerounais que Yves Michel Fotso, qui arrive à la tête de la Camer et qui trouve une société suffisamment en crise, on a parlé à cette époque d'une dette de plus de 70 milliards de francs CFA, se retrouve en train de détourner à lui seul 53 milliards de francs CFA. Est-ce que cela peut s'entendre? Tu trouves des dettes de près de plus de 70 milliards et on vous accuse quelques années plus tard d'avoir détourné 53 milliards à vous seul. Bon, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste du droit, mais il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre d'incohérences. Parce que plusieurs fois déjà, le conseil d'administration de cette entreprise-là avait validé la bonne gestion de son directeur général. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Que quelques années plus tard, qu'on trouve des failles au niveau de sa gestion sans que les membres de ce conseil d'administration-là ne puissent être inquiétés. Même si sur l'aspect économique, même si sur l'aspect de la gestion de la CAMER, il y a des choses à reprocher à Yves Michel Fotso. On ne peut pas ne pas dire que le politique ne sait pas t'impliquer parce que c'est extrêmement compliqué de pouvoir, sur un même dossier,
avoir une même condamnation, alors que vous étiez en train de gérer, comme vous le disiez tout à l'heure, une entreprise qui était pratiquement en faillite, c'est-à-dire qui n'avait pas la capacité à pouvoir générer des revenus énormes. Alors, je le soulignais tout à l'heure, hein, on a appris au moment où nous préparions cette émission que sur le plan financier, la Cameroun était au bord du dépôt de bilan, ses caisses étaient vides et l'endettement moyen et à long terme était évalué à près de 72 milliards de francs CFA. Les 3 années qui ont précédé son arrivée à la tête de la société, la perte cumulée a été évaluée à 33 milliards de francs CFA. Cela fait plus de 60% du chiffre d'affaires de l'année 99-2000. Et pour donner le ton des réformes qu'il avait engagées, Michel Fotso avait annoncé dès le départ que son compte personnel, pour son compte personnel, qu'il n'acceptera ni salaire, ni voiture de fonction, ni logement tant que l'entreprise n'aura pas renoué avec les bénéfices, ce qui aurait permis de réduire de 20% pendant un an les salaires des employés officiellement pour participer à l'effort de financement de licenciement programmé à hauteur de 6 milliards de francs CFA. On sait également que grâce à ces prises de position, il avait reçu des encouragements de l'ancien ministre des Transports, Joseph Tchanga Abanda, qui à l'époque avait écrit ceci, hein, Fiston, reçois ici mes sincères félicitations et encouragements pour l'œuvre grandiose que tu es en train de réaliser à la Camer. Il faut que tu saches que il faut que tu saches deux choses. La première, le soutien total des Camerounais de bonne foi t'est acquis. La deuxième chose, le pays n'oubliera jamais qu'à un moment critique de son histoire, la Camer a vu passer un certain Michel Fotso. Encouragement et bien à toi. Comment peut-on comprendre justement que quelques années plus tard, Yves Michel Fotso soit voué aux gémonies et qu'il soit câblé de tous les manquements brandis devant de la société? C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il existe un paradoxe entre des personnes, des personnalités qui lui ont fait des félicitations et quelques temps après, la justice qui s'ébranle contre lui. Il est difficile de ne pas s'interroger sur l'implication du politique. On se demande si il n'y a pas une main obscure qui essaye de pouvoir mettre mal à l'aise Yves Michel Fotso, ou alors c'est sa prétendue relation avec l'ancien ministre Marafa Amidou Yaya qui le met dans des situations pareilles. Maintenant, il faut quand même dire que est-ce que la justice au Cameroun, elle est, parce que c'est des interrogations, c'est un débat qu'il faudrait tout naturellement ouvrir. Est-ce que tous les potentiels éperviables ou alors ceux qui ont été poursuivis pour délit de gestion ont eu droit à un procès véritablement équitable? Dans d'autres dossiers, il y a des personnes qui ont été interpellées sans que des documents, des preuves ne soient établis. C'est-à-dire que c'est longtemps après qu'on essayait de chercher pour voir s'ils avaient commis des erreurs ou pas. Souvenez-vous que l'ancien ministre de l'Éducation secondaire, Bapes Bapes, avait séjourné pour quelques heures à la prison centrale de Yaoundé. Donc, on s'interroge qu'est-ce qui s'était réellement passé. Donc, ils sont nombreux, ces personnages publics qui se retrouvent dans nos prisons sans qu'il ne puisse véritablement exister un dossier contre eux. Donc, nous pensons, et nous allons toujours le dire, que l'opération Épervier est une cabale, est loin d'être une opération de lutte contre des atteintes à la fortune publique. Parce que... Juste, peut-être avant de revenir sur cet aspect pour sortir, hein, juste pour moi le temps de préciser que Yves Michel Fotso, ça il faut le dire, a été privé du droit par exemple de bénéficier de la procédure de restitution du corps du délit prévu pourtant par la loi et ils ont également déploré parce que Yves Michel Fotso en avait fait
la demande le 30 avril 2015. Il avait également souligné qu'il était prêt à rembourser tout ce qu'on lui devait. Et puis, pour montrer sa bonne foi, il avait restitué en numéraire le 4 novembre dernier pratiquement 1,7 milliard de francs CFA. Mais jusque-là, il n'a pas bénéficié quand même des circonstances prévues par la loi. Pour ce qui est de la restitution du corps du délit, Yaman Adama fait certainement partie des privilégiés et quelques au cadre de la République. Bapès était également dans le couloir du remboursement. Malheureusement, il en est parti. Voilà autant d'éléments qui montrent peut-être qu'il s'agit là d'une justice d'un poids ou d'une justice à deux vitesses. Mais Yves Michel Fotso ne paye-t-il pas là le prix de ses accointances avec quelques pontes du régime qu'on soupçonne d'avoir quelque peu voulu lorgner le siège du président Biya. C'est possible, mais voyez-vous, pendant longtemps, nous nous sommes battus pour dire que le régime est un régime qui mangeait ses enfants. Le régime est un régime qui n'écoutait pas, qui n'était pas là pour valoriser ses fils. Beaucoup nous ont taxés d'anti-patriotes, de tous les mots. Donc aujourd'hui, je crois que Yves Michel Fotso ne peut qu'en vouloir à lui-même. Hein. On a vu quand même des dérapages de sa part. On a vu quand même qu'il se comportait un peu comme un dignitaire du RDPC intouchable. C'est vrai qu'ils sont très nombreux encore qui se comportent comme des intouchables, tout simplement parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils abordent les tenues du RDPC quelques rares fois. Non, il faudrait dire que le Cameroun devrait être un pays de droit. Nous luttons pour l'indépendance de la justice, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire ne devait pas être inféodé au pouvoir exécutif. Et où nous interpellons les magistrats, qu'ils soient du plus bas niveau au plus haut. Nous les interpellons à pouvoir rendre équitablement des justices parce que leur corps de métier, la crédibilité de leur corps de métier est très mise en mal. Parce que quand vous faites le tour des différentes juridictions de notre pays, vous avez des larmes aux yeux. Rien que dans la ville de Douala, on a le cas d'André Blaise et Sama, qui ne fait que passer de renvoi en renvoi, sans qu'on ne sache qui est véritablement le plaignant dans son affaire. La communauté urbaine qui n'est jamais là, et le ministère public qui dit que c'est la communauté urbaine qui est plaignante. Non, il faudrait que les magistrats se mettent au-dessus de tout, qu'ils sachent qu'ils sont des valeurs, hein, qui ne doivent pas dépendre d'un sous-préfet, d'un ministre ou alors de tout administrateur. Parce que c'est le Cameroun qui est important, ce ne sont pas des individus. Mais avec la mise en place du tribunal criminel spécial, avec ces lois d'exception qui permettent quand même au pouvoir législatif, exécutif, hein, d'apporter une réponse plus ou moins aux différentes sollicitations qui leur sont proposées, ne participent déjà pas le seul à mettre quelque peu de doute pour ce qui est de la fiabilité du tribunal criminel spécial. Est-ce que vous militez comme certains détracteurs justement de ce tribunal-là à sa dissolution? De toutes les façons, le tribunal criminel spécial est un tribunal comme tous les autres, c'est-à-dire que c'est un magistrat qui a été en Ndokoti qui peut se retrouver dans ce tribunal-là. C'est un magistrat qui a été à Banganté qui peut se retrouver là. C'est un tribunal qui dépend de la présidence de la République, c'est-à-dire que les magistrats qui sont nommés par le président de la République. Donc, le TCS est à l'image de tous les autres tribunaux. Hein, quelles sont les actions fortes qui ont été posées par ce tribunal-là en termes d'indépendance, en termes de prise de décisions justes et équitables? Aucune. Donc c'est une juridiction de plus, c'est une juridiction de plus qui n'a pas
une incidence assez positive dans la résolution, dans la prise des décisions judiciaires. Donc je crois qu'il faudrait reformer complètement le corps de la magistrature. Il faudrait que les magistrats deviennent de plus en plus conscients, qu'ils savent qu'ils ont été formés, ils peuvent être nommés par le président de la République, mais ils vont demeurer des magistrats libres, indépendants, en fonction des décisions qu'ils vont prendre en toute liberté. Voilà. En toute liberté. Depuis le lancement de cette opération, disons-le, l'opération Épervier, pas moins de 10 ministres ont été accusés de détournement de deniers publics et plusieurs sont encore détenus dans nos prisons. Marcus Mandegui, que vous inspire toutes ces arrestations? Alors, que nous inspirent toutes ces arrestations? C'est vrai que si l'AFP était au pouvoir, on aurait très peu d'arrestations parce qu'il y aurait eu un système de contrôle en amont comme en aval pour éviter que ce soit lorsque c'est pire que nous tirons la sonnette d'alarme. Souvenez-vous que dans les années 95, l'opposition avait dit à Biaké il est entouré des voleurs, des bandits à col blanc. Il a demandé où sont les preuves. 10 ans après ou 15 ans après, lui-même a vu qu'il est véritablement entouré de personnes qui ne sont que des détourneurs. Mais je crois que les arrestations ne sont pas des arrestations à but économique. Ce sont en grande partie des arrestations qui ont une connotation politique. Parce que, comme je l'ai dit, le président de la République, vous pouvez parler de tout, vous pouvez toucher à tout, mais n'essayez jamais d'avoir pour ambition de prendre sa place, surtout quand vous êtes supposé être dans son camp. Non, mais je crois que lorsque nous allons prendre le pouvoir, nous allons nous asseoir avec ces prisonniers, avec tous ceux qui ont eu à gérer la fortune publique, pour qu'ils nous disent, pour qu'ils nous fassent des propositions, parce que le plus important... Des propositions de remboursement ou... Voilà, les propositions de remboursement, parce que c'est beaucoup de milliards qui sont hors du Cameroun. Et c'est également ce qu'on fait avec le TCS, malheureusement. Oui, mais oui, vous savez... Ils ne vont pas au bout de le penser. Il y a une organisation qui a fait une étude pour dire que le Cameroun a perdu plus d'argent qu'il n'en a reçu dans le cadre... oui, parce que beaucoup de milliards avaient été dépensés, notamment par le ministre de la Justice à l'époque, Amadou Ali, avec le cabinet d'experts. Voilà, c'est un problème. Pour traquer les comptes de ces ponts du Parce que le plus important, ce serait de faire retourner de l'argent dans les caisses de l'État. Et déjà que ceux qui ont été reconnus de complicité ou alors de détournement de ces fonds-là puissent demander pardon et éviter que les erreurs se reproduisent. Comme je l'ai dit tantôt, jusqu'à aujourd'hui, ils sont très nombreux encore, ceux-là, les gestionnaires de fortune publique, qui continuent à s'amuser parce qu'ils abordent les dimanches ou alors les samedis la tenue du RDPC, ils se disent intouchables. Donc, il faudrait que le président de la République veille à ce que les détournements, la corruption ne puissent plus être quelque chose qu'on voit au quotidien et on a l'impression que ces mots-là sont ancrés dans nos mœurs. Mais comment assurer justement la lutte de manière pérenne, la lutte contre la corruption au Cameroun? Est-ce qu'il est indispensable, par exemple, pour sortir de ce débat, est-ce qu'il est indispensable de procéder, par exemple, à l'application de l'article 66? Non, il y a déjà une volonté politique, parce que c'est ça la base. Est-ce que le président de la République a une volonté politique de mettre fin à ces fléaux-là? Non, je crois qu'il n'en a pas. Parce que, souvenez-vous, l'article 66 dont vous parlez sur la déclaration des biens. Voilà, est entré dans notre Constitution il y a 20 ans. Oui, 1996. Quelle était donc l'urgence? Quelle était donc l'urgence de pouvoir insérer cet article-là dans notre Constitution si il n'y avait pas nécessité à pouvoir l'appliquer très rapidement? Donc il y a un problème, il y a un manque de volonté politique de la part de nos dirigeants, d'où la nécessité pour les Camerounais de tourner la page, c'est-à-dire de faire confiance à des nouvelles personnes, à des hommes et femmes
qui peuvent apporter du sang neuf, qui peuvent incarner non seulement l'alternance, mais être une véritable alternative en termes de gestion, en termes de modernité du Cameroun et des villes du Cameroun. Oui, mais en même temps, on sait que le temps du président n'est pas le temps Bon, de l'AFP. c'est ce que les pourfendeurs du président de la République disent. Un État doit être actionnaire et réactionnaire, c'est-à-dire ne pas prendre du temps. On le voit même dans des plus petites démocraties. Lorsqu'il y a un scandale, si le président est en séjour dans un pays autre, il rentre directement. C'est ça l'urgence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que le président a un temps. Mais quel temps? Le président ne s'est presque jamais rendu au nord pour soutenir les soldats qui perdent leur vie au quotidien. Le président n'est jamais là lorsqu'il y a un incident. Il y gère certainement par délégation de pouvoir. Assez fort. Non, le président doit coordonner, le président doit être là. C'est lui qui a reçu le mandat du peuple. Ce ne sont pas ses ministres. On le voit, je ne dirais pas en France ou bien aux États-Unis, même ici en Afrique. On a vu des cas au Kenya lorsqu'il y a eu cette dans cette école. Le président de la République a tout suspendu et il a fait personnellement le déplacement. C'est ce qu'on attend d'un leader. C'est ce qu'on attend d'un président. C'est ce qu'on attend d'un maire. Être aux côtés de ses concitoyens dans des moments difficiles et dans des moments de joie. Pour retenir l'application de l'article 66 sur la déclaration des biens n'est pas un préalable. Le plus important se situe au niveau de la volonté politique. Oui, la volonté politique, parce que si le président avait la volonté politique de mettre un terme à la corruption, de mettre un terme au détournement, il aurait validé l'article 66. Cela permettrait à Mandeki Marcos, qui occupe une fonction de gestion du trésor public, de déclarer, de dire s'il a un vélo, s'il a un terrain, de déclarer ses biens. Et au sorti de votre mandat, hein, vous faites une autre déclaration pour qu'on essaie d'évaluer si vos revenus vous ont permis de pouvoir acquérir les biens nouveaux. Merci Marcus Mandeki. Vous êtes militant de l'Alliance des forces progressistes. Merci de vous être une fois de plus déplacé pour cette émission. C'est moi qui vous remercie et je salue tous vos auditeurs et tous vos téléspectateurs et toutes vos téléspectatrices, ainsi que des millions d'internautes qui vous regardent assez régulièrement. Voilà, sur l'adresse www.camions24.net, il suffit d'aller à la droite, je crois, de votre écran, de votre ordinateur, de votre smartphone, et vous verrez toutes les productions de Camions 24. Malheureusement, on n'a pas pu avoir André Luther Meka qui devait représenter le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur cette tribune, sur ce plateau. Aux dernières nouvelles, il était dans les embouteillages, on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Bon. L'essentiel a été sauf. On espère avoir été néanmoins à la hauteur des deux sujets qui ont été posés sur la table du débat. Retrouvons-nous très prochainement sur ces mêmes antennes. Au revoir.